de faire un autre pas en avant. Il ne faut pas s'étonner donc que les paroles puissent blesser parfois, ou que le silence lui aussi, qui est une parole, un langage, puisse blesser. C'est puisque nous sommes des êtres de langage. Nous sommes des êtres de langage, cela veut dire que nous existons par le langage. Ici, il faut distinguer langage et langue. La langue, c'est nos dialectes et tout ce que nous connaissons là, le français, l'anglais, etc., l'espagnol. Mais le langage, ce sont ces moyens linguistiques d'expression de soi, de signification du monde et d'expression. C'est-à-dire, ainsi, le silence peut être un langage. Nous sommes des êtres de langage, nous existons par le langage. Le langage n'est pas quelque chose dont nous nous servons. C'est par lui que nous sommes, que nous existons. Nous tissons des récits, nous tissons des relations par le langage. Nous détruisons aussi par le langage. Nous blessons aussi par le langage. Nous guérissons aussi par le langage. Et nous bénissons aussi par le langage. Le langage est l'outil dont nous nous servons le plus tout au long de notre existence. Cependant, il ne faut pas avoir une conception instrumentale du langage. Le langage n'est pas quelque chose dont nous nous servons comme nous nous servirions d'une craie pour écrire au tableau noir. Le langage est notre mode, notre façon d'être au monde, d'habiter le monde. Nous sommes des êtres de langage. Et notre identité en tant qu'être de langage est une identité narrative. Nous créons des récits qui disent plus long sur nous-mêmes ou sur les autres. Et en tant qu'être de langage, nous sommes aussi des êtres de mémoire. Nous avons la mémoire qui nous rappelle des choses qui se sont passées depuis longtemps, que nous avions enterrées ou oubliées. Avec la mémoire vient aussi l'oubli. Et la mémoire, exactement, c'est pour ne pas oublier. Alors, on dit d'ailleurs que celui qui oublie l'histoire est condamné à la répéter. L'adage dit aussi que les secrets sont lourds à porter, c'est pourquoi il vaut mieux les porter seuls. Les secrets sont lourds à porter, c'est pourquoi il vaut mieux les porter seuls. L'homme connaît mieux que l'autre, que n'importe quel autre être de l'espèce animale, la valeur et le poids des mots ou de leur absence. Certaines paroles sont trop lourdes, sont simplement trop lourdes à porter, et certains mots trop durs à supporter. Tandis que l'injure est dure à supporter, la confiance et le secret sont lourds à porter. Quand vous me confiez un secret, vous me dites, Père, je vous fais confiance,
je vous le dis rien qu'à vous. C'est comme un sac de ciment que vous m'avez mis sur l'épaule. Je vais aller jusqu'à l'église et ça commence à me brûler l'épaule. Je tourne à la sœur, je dis, ma sœur, au moins vous, prenez ça, aidez-moi à avancer. Et je donne à la sœur dit, moi je vous fais confiance. Mon père, je vais dire à personne. Elle prend ça, elle avance, elle arrive au feu. C'est trop lourd. Et Papa Jean, est-ce que vous pouvez m'aider? Je décharge de ces secrets, ainsi de suite. Et ça fait que le secret est divulgué. Et avec ça, je vais dire tout à l'heure, je vais énumérer des plaies et je vais énumérer aussi des masques que nous construisons et comment guérir donc. Et donc, avec la question du secret vient l'abus de confiance, vient la trahison. J'en dirai davantage tout à l'heure. Le langage participe de la fabrique même de l'être humain. C'est en être de langage que nous habitons la terre. Le poète allemand Hölderlin, le favori de Martin Heidegger, disait justement que c'est en poète que l'homme habite la terre. L'homme en poète habite la terre. C'est donc en démurge du langage que l'homme accomplit son humanité et passe son séjour sur la face de la terre. En poète, c'est-à-dire en créateur de langage, en manipulateur de mots et du verbe. Le verbe être se conjugue en mots. Et en mots, les paroles, et en mots, les vices. Être se dit en des mots. On ne peut pas vivre, se faire aimer sans dire de quelque façon à l'être aimé que nous l'aimons. Mais notre être, notre séjour sur la terre se passe aussi en commettant des mots et qui ne sont pas anodins puisque soit ils vont finir par nous heurter nous-mêmes ou heurter ceux qui importent dans notre vie. Il en découle que la source des mots, tout comme leur thérapie, se trouve souvent dans les mots, le langage. Un autre adage dit, conseille que on ne parle pas de corde dans la maison d'un pendu. On ne parle pas de corde dans la maison d'un pendu. Vous arrivez, vous entrez dans cette famille, vous savez que le mari s'était pendu. Et vous commencez à parler de corde. Ça va remuer la plaie. Donc vous verrez qu'à un moment, les gens commencent à sangloter. Et c'est pour ça que la sagesse dit, on ne parle pas de corde dans la maison d'un pendu. Et rappelez-vous toujours où vous êtes avant de dire quoi que ce soit. Il y en a qui parlent trop imprudemment et trop vite et trop souvent, même lorsqu'il fallait se taire. Au risque de remuer le couteau dans la plaie, on préfère alors ne pas regarder la blessure. Or, ne pas la regarder amène au refoulement. Or, les blessures refoulées entraînent leur putréfaction. Pour éviter l'infection, toute blessure a besoin d'être nettoyée à l'alcool, bandée ou recouvrir d'un sparadrap, d'un pansement, même propre. Une plaie non lavée ne fera qu'empirer la situation. Nous allons
dire que certaines blessures sont involontaires. Toutes les blessures ne sont pas volontaires. De même que certaines personnes blessées ne sont pas conscientes de porter des blessures, ni depuis quand exactement elles les portent, de même aussi certaines blessures sont involontaires, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été causées intentionnellement, volontairement ou avec une intention avérée de malveillance ou de nuisance. Les blessures causées involontairement, c'est lorsque on fait du mal sans le savoir, ou lorsqu'on fait mal à quelqu'un en pensant lui faire du bien. Un cas de figure serait par exemple ce qu'on appelle l'homicide involontaire. C'est-à-dire, il y a par exemple des cas où on peut tuer quelqu'un, mais l'intention n'était pas celle de tuer. Donc il y a aussi le mal involontaire. À ce genre de crime manque l'intention de nuisance. L'auteur de l'action n'avait pas l'intention d'ôter la vie à quelqu'un, cependant, mort s'en est suivi. Mais dans le cas de l'homicide involontaire, il ne s'agit plus de blessure, simplement il s'agit d'un meurtre, d'une tuerie, puisque la victime en est morte. Blesser quelqu'un sans le vouloir, c'est-à-dire sans s'en rendre compte, soit que l'actant est inconscient ou pas pleinement conscient des conséquences possibles de son agir, soit qu'il a été indifférent à ce qu'il s'en est suivi et à ce qui s'en suivrait, soit qu'il ne s'en préoccupe même pas. Il n'en tire donc pas les conséquences par manque de sérieux, par exemple. La blessure, même involontairement affligée, n'en demeure pas moins une vraie blessure. Alors, nous allons à présent énumérer quelques blessures Bon, il y a une dame, une psychologue, écrivaine canadienne, Lise Bourbeau, qui a écrit 2 ouvrages qui intitulés l'un, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, et l'autre, la guérison des 5 blessures. Alors, quand je lis ça, bon, je suis en désaccord avec beaucoup de choses qu'elle dit. Bon, elle est dans la perspective de la réincarnation et tout ça, mais néanmoins, elle énumère 5 blessures, 5 types de blessures. Mais moi, je dis qu'il n'y en a pas que 5, il y en a beaucoup, on peut en ajouter d'autres. Mais nous pouvons nous retrouver néanmoins dans ce qu'elle dit. Bourbeau nomme les blessures que voici qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Le rejet, c'est lorsque quelqu'un vous fait savoir, vous fait sentir that you don't belong. Vous n'appartenez pas. Vous êtes exclu. Le rejet, donc pour n'importe quel motif, selon leurs propres critères, et même sans critères, sans raison, à cause comme le racisme. Vous n'avez rien fait, mais c'est à cause de ce que vous êtes.
Mais en fait, ce n'est même pas ce que vous êtes, c'est comment vous apparaissez. La couleur de la peau ne définit pas la personne. Ça peut être une très bonne personne, mais dans certains groupes, on va la rejeter puisque elle parle avec un accent, parce que elle apparaît comme ceci ou comme cela. Le rejet. Je passe vite pour finir. L'abandon. L'abandon. Prenons le cas d'un coureur de jupons. Ici, je voudrais parler donc de l'abandon du point de vue de la déception amoureuse, qui est aussi une blessure dont peut-être vous n'avez pas souffert, mais d'autres en souffrent ou en ont souffert. Mais dites pas trop vite que vous n'en avez pas souffert. Prenons donc le cas d'un coureur de jupons qui engrosse une fille. La fille était très sérieuse, menant une vie exemplaire sur le plan affectif. Le garçon, quant à lui, n'en était pas à son premier coup. Arrive un moment où la fille se laisse séduire par le Don Juan, soit parce qu'elle croit aux paroles mielleuses de cet homme qui lui promet de la prendre en mariage, qui lui promet ciel et terre, de la mener au paradis, de lui faire visiter le monde entier. Et la petite fille du village là-bas entend ça et dit, nous irons à Paris. Moi à Paris. Je dis, moi je t'amènerai à Paris. Il lui fait construire des châteaux en Espagne. Elle se voit déjà en reine. Alors, la pauvre baisse la garde, se laisse séduire, croit aux paroles de cet homme, ou soit qu'on succombe carrément au charme de l'homme en question, ou à cette tactique séductrice, ou on va dire à la tentation même, puisque nous sommes des êtres sexués. Toujours est-il que celui-ci est le genre d'homme à qui on résiste difficilement, puisqu'il est rodé dans la ruse, et on lui résiste pas très longtemps. Même si tu résistes aujourd'hui, demain tu cèdes. Alors, il arrive qu'ils sortent ensemble, one night stand. Et de fil en aiguille, la fille se retrouve enceinte. Elle en fait part à l'auteur de la grossesse, qui la renie et ne veut rien en entendre parler. Il menace même la fille. La fille le convainc qu'elle ne connaît pas d'autre homme que lui. Notre Don Juan insiste que la fille puisse se débarrasser de la grossesse par peur des menaces du garçon ou de ses propres parents, du jugement de l'entourage et de leur regard. Et compte tenu de sa situation socio-professionnelle précaire, la fille consent et recourt à l'avortement. Depuis lors, elle a mal à sa foi. Sa conscience lui reproche sans cesse et tout le temps l'acte commis. Elle a beau confesser son péché, encore et encore, le remords la poursuit toujours, la ronge, la dévore. Le mec, quant à lui, a pris la poudre d'escampette sans laisser d'adresse, disparu dans la nature.
Depuis lors, silence de mort. La pauvre victime commence à se morfondre. Il m'a menti, il m'a leurré, il m'a trompé, il a tiré avantage de ma jeunesse, de mon expérience, de ma crédulité, de ma naïveté. Voilà l'abandon, une expérience d'abandon. Ou alors un enfant naît et le père est parti sans laisser d'adresse. La maman doit élever l'enfant tout seul. Ce sont des expériences, vous en connaissez plusieurs. Ce sont des blessures que l'on porte en soi. L'humiliation est une autre